Votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Bonjour à tous, nous sommes à Rognona, près d'Avignon, pour une émission consacrée aux motos d'exception. Et des motos d'exception, elles sont là, c'est MV Agusta. On va beaucoup parler de la marque italienne chez Moto Renard, qui distribue la marque italienne en plus de Moto Morini et de Benelli. Et qui dit moto d'exception dit préparation d'exception avec cette superbe moto avec une coque en bois. On accueillera sur le plateau le préparateur, Jacques Jouvin. Il nous expliquera comment il a fabriqué cette superbe moto. Et qui dit moto d'exception dit aujourd'hui 2 temps. On a encore une italienne, une Gilera 2 temps. Et vous, êtes-vous 2 temps ou 4 temps? Vous aurez tous les arguments à la suite du débat qu'on va vous proposer. On est donc ici chez MV Agusta, au cœur de ton magasin. Christophe, merci de nous accueillir. Salut. Merci, bonjour. On est également avec Eric Sélis, comme chaque semaine. Bonjour quasiment. David. On se fait des petites infidélités l'un et l'autre, mais… Il faut bien s'appuyer sur les béquilles quand on peut s'appuyer dessus. Ah ouais, bon jeu de mots. Ouais. Et on est également avec Michel Turcot qui nous a rejoint. On va parler de sport, donc forcément, Michel Turcot est avec nous. Salut Michel. Salut David. Donc MV Agusta, Christophe, tu es concessionnaire MV Agusta surtout, mais tu as d'autres marques italiennes aussi. Oui, on fait aussi Moto Morini et Benelli. D'accord, il y avait le salon de Milan qui s'est déroulé il y a quelques semaines maintenant. Au salon de Milan, il y avait quelques MV Agusta. Alors moi j'étais absent, j'étais sur mes béquilles, mais Eric Sélis, toi tu as vu quelques belles MV. Oui, on a vu des belles MV, on a vu une belle Benelli aussi arriver, donc je pense que ça c'est attendu. Et forcément, à Milan, l'Italie, donc les constructeurs italiens étaient vraiment présents en force et ils ont fait de gros efforts. D'ailleurs, on a vraiment assisté à une belle présentation chez Benelli. On a senti qu'il y avait vraiment un nouvel élan pour redynamiser la marque. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans le réseau, mais en tout cas, on sent qu'ils ont vraiment envie. Oui, on pense même qu'à terme, ils vont sortir des motos de plus forte cylindrée et des 3 cylindres aussi. D'accord, alors chez MV, on a eu un coup de cœur. On regarde tout de suite les images de ce coup de cœur. Il s'agit de la Super Veloce. Le nombre d'exemplaires de la sublime Super Veloce 800 présentée au salon EICMA de Milan n'est pas encore connu, pas plus que son prix, mais nous savons d'ores et déjà qu'elle sera produite au second semestre 2019. Tant mieux pour ceux qui pourront acquérir cette sportive néo-rétro aux lignes justes et harmonieuses comme MV Agusta sait les dessiner. Le 3 cylindres 800, hérité de la F3 800, promet davantage que les 140 chevaux, presque 150 même selon nos sources, de la sportive MV. Et il ne devrait pas prendre en défaut le cadre mixte, lui aussi hérité de la F3 et composé d'un immanquable treillis tubulaire de grosse section, couplé à des platines et un monobras en magnésium. Les éléments nobles sont légion sur cette reine de beauté, à commencer par la roue arrière aux rayons superbement entrecroisés, formant 4x4 l'illusion d'une étoile à 6 branches. MV Agusta a toujours su libérer la vision sur ses roues arrière et la Super Veloce ne fait pas exception, notamment avec les silencieux courts et bas signés SC Project, 2 à droite, 1 à gauche. Le réservoir qui accueille une sangle sur sa partie supérieure est une véritable pièce d'orfèvrerie, tout comme les carénages en fibre de carbone qui contribuent à contenir le poids de la moto, très léger, avec 173 kg à sec. Si la Super Veloce est un coup de cœur, la Brutal 1000 série Oro est un coup de poing. Ce roadster survitaminé est tout aussi soigné, mais c'est avant tout avec son moteur 4 cylindres qu'elle repousse les limites. Imaginez un roadster de 208 chevaux sans la moindre protection. Eh bien ce n'est pas encore assez suffisant pour MV qui pousse la surenchère jusqu'à la proposer avec un kit racing qui développe cette fois 212 chevaux. Bref, un monstre, un concentré de rage qu'elle évacue par sa double sortie d'échappement biseautée comme MV Agusta sait les faire de chaque côté de la moto. Cette boule de nerfs, à l'œil cerclé de LED, est prévue à 300 exemplaires. Parmi les nouveautés MV Agusta, donc il y a derrière moi ici
le nouveau Dragster, mais ça c'est pas nouveau, il est déjà ici, il est déjà en magasin. Il y a également MV Agusta a présenté la MV Agusta F4 Claudio, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis on a également chez MV Agusta, alors c'est un autre préparateur proche de MV Agusta, c'est Magni, dont le fils Giovanni a repris l'affaire après le décès d'Arturo Magni, qui a sorti une MV Agusta 750S Tributo, hommage à la MV 750 des années 70, donc une magnifique machine. Tout à fait, et pour rappeler les premières 750 4 cylindres, et surtout la America, la série spéciale qu'ils avaient fait. Alors là, c'est un 3 cylindres, donc il y a 3 sorties, normalement il y en a 4 sur la 750 d'origine. C'est vraiment des belles machines, MV Agusta, c'est des motos d'exception. De toute façon, c'est un sans concession consacré aux motos d'exception. Comment tu le perçois, toi Christophe? Tu as l'impression de vendre de l'exceptionnel? Oui, non seulement du beau, de l'artisanal et de l'exceptionnel au niveau de la tenue de route, et des sensations que la moto procure, puisqu'il travaille aussi le bruit, qui est très important sur une moto. Si vous roulez avec une F4 à 120 km/h, il y a déjà un bruit magnifique, vous n'avez pas forcément besoin de tirer sur les rapports pour se faire plaisir. Alors MV Agusta, est-ce que ça manque en Grand Prix, Michel, la marque MV Agusta? Parce que MV, avec Arturo Magni par exemple, 75 titres mondiaux, quoi. La marque, elle va revenir l'année prochaine en Moto 2. Alors, ça ne sera pas vraiment une MV Agusta, ça sera plus un nom, puisqu'on sait tous que la catégorie Moto 2, ça sera l'an prochain des moteurs Triumph, après avoir été pendant 9 ans des moteurs Honda. Mais en tout cas, on va retrouver le logo MV sur des motos de Grand Prix. Donc, j'imagine que ça doit faire un petit pincement au cœur pour des passionnés comme tu l'es. Tout à fait, oui. Enfin, on va les revoir d'où ils tirent leur réputation, puisqu'ils avaient gagné 37 titres mondiaux de constructeurs. Ouais. D'ailleurs, Agostini, sur les 15 titres mondiaux, on a 13 avec MV Agusta et 2 avec Yamaha. Et MV Agusta en Grand Prix en Moto 2, c'est un premier pas pour arriver au MotoGP, peut-être, Michel? Comment tu vois les choses? C'est trop difficile la marche? Encore une fois, là, il va y avoir un châssis, donc qui va le faire vraiment, on ne sait pas trop. Après, le MotoGP, c'est aussi construire un moteur, c'est une autre technologie. Donc, déjà, retrouvons le nom de la marque en Moto 2 et après, on verra. Je pense que l'investissement en MotoGP aujourd'hui, il doit être lié aussi à un développement économique. Donc, c'est quand même très très cher. Donc, il y a quand même un gros pas entre être présent en Moto 2 et puis développer une MotoGP. Ouais, puis on a vu aussi les problèmes que la marque a eu en Superbike et aussi en championnat du monde Supersport, où à la base déjà on travaille avec des modèles de série. Donc quand on a vu les problèmes financiers qu'ils ont rencontrés, même si aujourd'hui on sait qu'il y a des actionnaires qui ont réinjecté de l'argent, comme le dit Michel, un projet en MotoGP, c'est x10 par rapport aux investissements qu'ils ont fait en Superbike. Toi, Eric, tu étais au salon de Milan, au salon EICMA de Milan, il y avait le stand MV Agusta, c'est des beaux stands. Oui, c'est des beaux stands, mais de toute façon, on le voit même ici, quand on regarde les motos, ce sont, comme le disait Christophe, c'est du bel objet, c'est pas une œuvre d'art, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment des très très belles réalisations. Et il y a toujours eu, de toute façon, chez les Italiens, ce souci d'avoir des motos un peu exceptionnelles. Quand la première Ducati, la 916 ou même la 888 sont arrivées, c'était des outils et des machines exceptionnelles. Donc on retrouve tout ça dans la création italienne, comme on la retrouve dans tous les milieux dans lesquels les Italiens, la mode, les choses comme ça, on sait qu'ils savent faire les choses. Alors justement, dans les motos italiennes, les motos magnifiques, les MV Agusta, on a un de nos chroniqueurs qui s'appelle Jean-Louis Basset, qui tient la rubrique « C'était mieux avant » et qui a été chargé par Arcurial de s'occuper des fiches de pas moins de 100 motos. Je t'ai montré les photos, Christophe, tu as vu, c'est impressionnant. Oui. Hein. Magnifique, oui. 100 motos qui vont être vendues aux enchères début d'année, en début 2019, par Arcurial, la célèbre maison Arcurial. Jean-Louis Basset s'est rendu en Italie et il nous raconte les motos exceptionnelles qu'il a pu chroniquer et sur lesquelles il a écrit. Bonsoir, nous sommes ici à Moto Légende pour parler de vieilles motos et je vais vous emmener au mois de février à la vente Arcurial qui aura lieu à Rétromobile, qui sera un événement MV. En effet, nous aurons à peu près 90 MV à disposition des collectionneurs pour la vente et nous aurons l'occasion de découvrir des machines inconnues en France. Très peu de gens savent que MV a construit énormément de petites motos populaires
dans les années 50 et 60. On connaît, nous, les sportifs des années 70, la grosse 4 cylindres 750S, mais MV a construit beaucoup de cyclos, de scooters, de 125 monocylindres, tout un tas de petites machines très jolies et toutes rares car elles ont été construites à très peu d'exemplaires à chaque fois. Le collectionneur est italien. Il a toujours baigné dans l'univers MV car son grand-père était concessionnaire de la marque dans les années 50. Son père travaillait comme mécanicien dans cette concession et son oncle courait sur une MV sur des courses de ville à ville qui avaient lieu dans ces années-là en Italie. Sa première MV, il l'a achetée dans les années 70 et ensuite il n'a fait que acheter, vendre, collectionner, amasser des MV, une marque qu'il connaît par cœur. Donc rendez-vous en février au salon Rétromobile sur le stand Arcurial pour voir ces 90 machines. Voilà, merci Jean-Louis pour cette plongée dans le passé de MV Agusta, grande histoire liée à la course évidemment. Tu as dégagé un budget pour la vente aux enchères, David? Écoute, on en a mis 2-3 de côté en fait. C'était le deal avec Jean-Louis, si tu nous écoutes. Et justement, MV Agusta aussi, dans la première émission sans concession, je me rappelle que dans la rubrique Moto Auto, qu'on a laissé un peu tomber, mais on y reviendra, n'est-ce pas, chef? Non. Non. C'est Célis, c'est ça? Oui, c'est Célis. Ouais. On avait parlé de Lewis Hamilton. Il y a une MV Agusta, il y a un partenariat entre Lewis Hamilton et MV Agusta. Et MV va sortir la 800, le modèle 800. Lewis Hamilton, c'est le 44, donc ils vont la sortir à 144 exemplaires. Ils ont mis un 1 devant parce que c'est le numéro 1. Et qui va être vendu à 24 144 €. C'est beaucoup, non? Ouais, on a eu de la chance qu'il n'ait pas le 99 comme Lorenzo, ça aurait été coûté encore plus cher. Mais c'est un petit clin d'œil. Bon, on sait que la moto siglée Hamilton, on en avait parlé, c'est des petits ajustements, des changements de couleur, de matière qui plaisent à Lewis Hamilton. Mais c'est bien qu'il y ait quand même toujours cette connexion auto-moto, je trouve. Alors, dans les actus, on a vu la vente aux enchères, on a vu les superbes MV qui étaient au Salon de Milan. On est bientôt en période de Noël et toi, Michel, tu as écrit un livre qui va être en vente très bientôt. Tu peux nous en parler ? Oui, un livre sur la carrière de Valentino Rossi, donc c'est pas le premier que je fais, c'est le troisième. Le précédent a été une biographie, donc une vraie biographie, et, enfin, du texte, très peu de photos. Là, c'est plutôt un beau livre illustré avec plus de 300 photos. Donc on est toujours bien évidemment autour de la carrière et de l'histoire de Valentino Rossi, qui est un personnage unique, mais traité de manière un peu différente, quoi. On va chez lui, on va dans son village, on revoit ses titres, ses victoires, ses circuits. Donc c'est une approche un peu différente. Et j'espère qu'elle plaira aux fans du docteur et puis même aux autres. Tu le connais bien, toi, le docteur? Tu l'as touché déjà? Ah, je l'ai vu grandir, je l'ai vu arriver. On l'a vu, on a vu une histoire, un personnage incroyable, quoi. Et encore récemment, il est toujours là, quoi. À bientôt 40 balais, il nous impressionne toujours autant, même si on sait qu'il a des côtés un peu sombres, mais comme tout le monde. Alors, dans les livres, les cadeaux de Noël, il y a aussi un de nos anciens invités, Éric Lobo, qui était venu à Poitiers, un aventurier, l'aventurier Éric Lobo, qui sort un livre Par-delà l'horizon chez Old Skull Édition. Donc voilà, on va parler pas mal de bouquins, hein. On approche des fêtes de Noël. On passe maintenant à la rubrique préparation. On revient sur le plateau avec Jacques Jouvin qui a remplacé avantageusement Michel Turcot. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est sympa pour Michel, merci. Ouais. Donc on est dans un lieu où on vend des motos exceptionnelles et Jacques, toi tu fabriques des motos exceptionnelles. Tu peux nous expliquer en quoi elles sont exceptionnelles? Alors elles sont exceptionnelles au niveau surtout de la finition. En ce qui concerne l'équipement, les habillages extérieurs. Donc tout ce qui est monocoque, coque d'ensemble, et ces équipements sont façonnés en bois en fait. En bois, voilà, en bois parce que tu es menuisier ébéniste de formation, passionné de moto. Également, oui. Passionné de moto, et donc tu nous as amené une moto que Eric avait déjà vue au Dandy Riders Festival, sur lequel tu t'es rendu.
c'est ça. Et c'est une Yamaha XS 650. C'est ça, de 1979, qui a été complètement restaurée, remise en route, mais avec un gros travail au niveau du châssis, du moteur, et également la partie finition et design de la machine qui correspond à un élément plutôt des années 60, fin 60, début 70. Quoi. Voilà. Et c'est des coques, tu as fait notamment un châssis monocoque en bois. Oui. Donc en quel bois c'est? Alors c'est du Wenge, un bois assez qu'on a du difficile. Oui. Okay. Des bois massifs qui sont assez c'est quelle assez essence rares. C'est des bois africains en fait, de la famille des ébènes. De l'ébène, d'accord. Ouais. Okay. Des bois extrêmement durs, son surnom c'était le bois de fer à l'époque. Christophe, on peut imaginer, vu que MV Agusta vend des motos de luxe, hein, on va le dire comme ça, la Claudio Castiglione pourrait avoir du bois dans ses habillages. Je ne sais pas si ça serait vraiment la moto pour ça, puisqu'il vise plutôt la technologie, donc plutôt que ce genre de choses, quoi. D'accord, donc on va regarder tout de suite le reportage qu'a fait Éric Communier au Dandy Riders Festival de Saint-Raphaël, que Éric connaît bien également. Un superbe reportage, et il n'y avait pas une image floue. Ouais. Je te laisse la responsabilité de tes propos. Je vais être soigné. S'ils ne sont pas coupés au montage. Mais en tout cas, allez, on regarde le reportage de Éric Communier qui est allé rencontrer Jacques Jouvin au Dandy Riders Festival. Alors l'histoire des Dandy Riders, en fait les Dandy Riders c'est une bande de copains au départ et on a décidé de monter ça comme ça pour le fun, juste pour rire, pour rien, il n'y avait pas envie de se prendre au sérieux, on se prend d'ailleurs toujours pas au sérieux, c'était vraiment juste une histoire de copains. On trouvait qu'il manquait quelque chose dans notre région en fait, on est dans une région extraordinaire, il fait beau quasiment toute l'année, on a la mer, on a des belles routes, on a la montagne pas loin et puis il n'y avait rien dans ce milieu-là qu'est le nôtre en fait, c'est la custom culture en fait. Et on s'est dit, bah tiens, et si on faisait quelque chose, nous les Dandy Riders, et on a décidé d'organiser ce festival. Triumph est cofondateur des DGR. Triumph, dans ce style de moto, est vraiment présent depuis 1920, depuis très longtemps, très longtemps. Donc on propose des motos qui vont vraiment dans le style de tout ce qui se voit ici. Des T100, des T120, des Scramblers, des Street Twin. Donc vraiment on a notre place ici et les gens sont heureux de trouver Triumph. Après, bon, il y a beaucoup d'exposants et ce qui permet aux gens qui viennent voir les Triumph de regarder un petit peu ce qu'ils peuvent proposer au niveau des accessoires et en complément. Voilà. Je suis un passionné de moto, je roule depuis 27 ans en Harley. Donc là aujourd'hui j'ai un Chopper 70s, donc un Chevrolet de 74. Je customise beaucoup de casques, des réservoirs, des motos complètes. Donc voilà. C'est un salon pour passionnés, de toute façon la moto c'est une passion, donc c'est un art de vivre. Dans le mot dandy, il y a un côté, c'est vrai, un peu de gentleman, mais bon c'est plus, je pense que c'est plus ironique que le mot pur dandy. L'idée du Dandy Rider Festival, c'est on est complètement dans la custom culture, donc ce sont des gens qui roulent avec des bécanes des années 40, 60, 70, 80, on essaye de limiter à 83 et toutes les motos après 83, il faut que ce soit de la néoclassique, quoi, des néo-rétro. Aujourd'hui c'est la grande mode, la grosse tendance chez les marques comme Triumph, BMW, Moto Guzzi qui relance ce phénomène-là. Un travail essentiellement basé sur des habillages, des ensembles bois sur moto. Donc on a développé il y a maintenant 2 ans et demi. Voilà, c'est un concept sur une XS 650 qui sert un petit peu de vitrine. Après c'est du sur-mesure, c'est comme un mobilier en fait, ou une coque de bateau qu'on va travailler. On va amener un certain design pour que ça soit cohérent au niveau de la ligne, une certaine élégance aussi, en fonction de la machine. Donc au niveau des détails de finition, on peut également faire des petits inserts comme ceci au niveau des cornets de filtre à air. Donc là c'est vrai qu'on a poussé un petit peu le vis en trouvant des systèmes d'écope de refroidissement de Lambretta des années 50. Ici on a également
Travail sur les poignées de la machine, les entourages de compteurs avec des pièces fabriquées tout à la main en aluminium. Un petit détail de finition qui a son importance, c'est simplement le bouchon qui lui a été collé, encastré en récupérant la partie d'origine et en faisant comme un tenant mortaise pour pouvoir l'insérer et le coller. Là on a récupéré une bande d'aluminium avec quelques petits trous pour le côté déco. Donc pour cette 650 XS Yamaha, nous avons développé 2 coques, un ensemble monocoque avec réservoir intégré et un autre ensemble avec une récupération de réservoir acier qu'on a retravaillé. Une sellerie cuir, on a fait un rappel sur le réservoir avec une couleur identique et un filet noir pour rappeler un petit peu les coloris du moteur et des disques, enfin des tambours avant et arrière. Le dimanche, on organise donc le Distinguished Gentleman Ride. C'est un ride qui, l'an dernier, réunit plus de 300 motos et 300 gentlemen en fait. L'idée elle est là, on est tous habillés en gentleman, mais c'est pour la bonne cause parce qu'en fait on demande à ce qu'il y ait des dons qui soient faits sur le site de gentlemanrides.com pour la lutte contre le cancer de la prostate. Voilà, Eric Communier au Dandy Riders Festival, on le remercie bien sûr. Au top de sa forme. Au top de sa forme. Et puis voilà, Jacques, toi t'en fais beaucoup des événements comme ça? Ouais, j'essaye d'en faire régulièrement, de les sélectionner, et c'est vrai que maintenant j'aimerais plutôt me diriger vers toute autre chose, plus vraiment dans le milieu de la moto, parce que bon, c'est un certain coup de travail tout ça, et après il faut trouver la partie marketing est plus compliquée quoi, pour vendre. Et si tu devais la vendre, ta réalisation, ça serait une machine d'exception aussi dans le prix? Oui, également, oui, parce qu'on a quand même travaillé plus de 1200 heures dessus, entre la partie cycle, moteur et la partie finition, coque. Quoi. Bon, bah on ira jeter un œil, elle est devant, hein, c'est la même moto qu'on a vue tout de suite au Dandy Riders Festival. Alors toi Christophe, ici tu sponsorises un pilote depuis de nombreuses années. Est-ce que c'était ici à Rognonas ou est-ce que c'était à Château-Renard? Parce que la concession c'est Moto Renard, c'est ça? C'est ça, c'est un jeu de mots qu'on a fait quand on a ouvert le magasin en 1994, donc Moto Renard à Château-Renard. C'était là-bas? Et c'était à Château-Renard, où Brice était un de mes premiers clients. Il avait 15 ans, il roulait en scooter. Puis il est passé à 125, il roulait vite sur route, il est tombé. Je lui ai conseillé d'aller faire de la piste. C'est à toi qui doit sa carrière? Un peu, oui, un peu. Disons que je l'ai poussé fortement. Donc il a fait un peu de supermotard, de l'endurance, des coupes de marque, du Roadster Cup. Ça fait combien de temps que tu es installé ici, à Rognonas exactement? À Rognonas, alors on a déménagé en 2009. On s'est un peu approché d'Avignon, puisqu'on est juste à la sortie d'Avignon à 1 km, sur la route de Saint-Rémy. Et ça fait maintenant 9 ans quoi. D'accord, 9 ans, et tu as des travaux prévus, hein, je crois. Tout à fait, on va suivre la charte graphique de MV Agusta. Et oui, on est obligé maintenant. Tout à fait, avec du bois et du noir. Ouais. Donc on va dédier tout le fond du magasin à MV Agusta. D'accord. Eh ben on reviendra. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. On va continuer avec le débrief sport avec Michel Turcot et un invité qui va nous parler de 2 temps. Et puis, on te remercie, Christophe. On va continuer ici. Et puis, merci aussi, Jacques, d'être venu. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Et on regarde tout de suite la rencontre avec Brice Nunari. Donc on est avec Brice Nunari. Brice, toi tu es un pilote originaire de Château-Renard, donc tu connais Christophe? Oui, je connais Christophe depuis plusieurs années. En fait, Christophe est un peu à l'origine de ma passion. Il a ouvert un magasin moto qui venait d'Auvergne, donc il a ouvert un magasin moto à Château-Renard. Et en fait, il habitait proche de mon domicile, donc c'est lui qui me préparait mes premiers cyclos, tout ça. Donc j'ai vraiment une attache forte avec Christophe depuis des années, même si j'ai roulé pour d'autres concessionnaires. Tu connais bien Christophe qui est MV Agusta, c'est les italiennes ton kiff? Ouais, c'est sûr, c'est que ça c'est comme les femmes, quand on goûte aux italiennes on a du mal à passer à autre chose. Bon, j'ai roulé aussi sur de la Jap et sur de l'européenne, notamment les BMW aussi ou des Yamaha. J'ai fait aussi des courses à Barcelone aux 24 heures avec des HP4, donc c'est des motos qui sont quand même
enfin, les Italiennes ont quelque chose de plus, quoi, au niveau moteur, au niveau vivacité. Après, on le sait, c'est pas les meilleures motos, c'est pas les motos les plus faciles, c'est des motos très onéreuses à l'entretien. Donc bon, on fait avec. Quand on roule dessus, on en est conscient. T'as goûté un petit peu à tout. Est-ce que le 2 temps, tu as goûté aussi? Parce qu'on a un débat à suivre juste après sur le 2 temps. Qu'est-ce que c'est pour toi le 2 temps? T'as roulé dessus? Oui, j'ai beaucoup roulé dessus. Bon, déjà, c'est des motos, ça n'a rien à voir avec des motos modernes, hein. Comme je dis toujours, moi je suis né trop tard, quoi. J'aurais aimé naître dans des années où il y avait vraiment des motos d'hommes, comme on dit, quoi. Les motos de maintenant, c'est électronique, on ne cherche pas à comprendre, on est sur la bonne trage, on ouvre en grand et après bon, on voit ce qui se passe, mais généralement ça se passe bien. Les 2 temps, c'est pas la même sauce, quoi. On arrive à avoir du plaisir avec beaucoup moins de chevaux. Bon, il y a quand même un gros entretien sur les motos aussi, ça coûte quand même moins cher. Bon, l'odeur du 2 temps est spécifique aussi. Voilà. Sur les grilles de départ, avant de démarrer, on est déjà asphyxié parce que j'ai fait des courses avec des motos 2 temps devant moi au départ ou derrière moi. C'est vrai que c'est quand même autre chose que les motos modernes. Ça reste top, quoi, à piloter, quoi. On va dire, c'est trippant, quoi, quand ça se met à pousser. C'est pas 200 chevaux, mais avec une 2 temps, avec 120 chevaux déjà, si on pilote bien, il y a de quoi se faire plaisir, quoi. D'accord, on va regarder tout de suite, on va regarder le débat sur le 2 temps et le 4 temps. Juste une question, oui ou non, t'es plutôt 2 temps ou 4 temps? Je suis plutôt 2 temps. T'es plutôt 2 temps, allez, merci Brice. Merci à toi, Damien. Merci. Michel qui est revenu nous rejoindre et puis Marc Alias qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Donc Marc, toi tu es connu comme, pas comme le renard blanc mais comme le loup blanc pour les 2 temps, c'est ça? C'est même ton surnom? Oui, mon pseudo presse c'est Marc Toustrock. Toustrock, qui m'a été donné, voilà, qui m'a été donné du temps où j'étais rédac chef de Mototechnologie. Ouais. On s'est connus d'ailleurs à ce moment-là. D'accord, donc toi tu es journaliste spécialisé dans la technologie. Oui, toujours, et en particulier les 2 temps où j'ai fait des piges pour Motojournal, pour Génération Moto, pour La Vie de la Moto aussi, enfin différents journaux qui sont intéressés par tout ce qui se passe en 2 temps moderne, avec l'injection directe, dont on parle très peu dans le monde de la moto, curieusement, puisque dans le nautique, dans l'aéronautique, le militaire évidemment, on l'emploie tous les jours. D'accord, alors MV Agusta tu connais parce que tu es 2 temps, tu es spécialisé 2 temps, mais tu connais aussi la mécanique de manière générale, c'est des belles mécaniques. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. Les Italiens font toujours des mécaniques et des motos très raffinées, avec des parties cycles qui marchent d'ailleurs très bien, et des moteurs aussi, comme je peux le voir pas plus tard que tout à l'heure en venant avec ma Gilera CX 125. Ah, on ira voir ta qui a fait de l'autoroute. Je vais peut-être même l'essayer. Oui, bien sûr, avec plaisir. On va essayer ce 2 temps, prêté par Marc Alias, le pape du 2 temps, Marc Toustrock, qui m'a gentiment prêté sa moto. Vous noterez que j'ai mis les bottes. Ah, ça me rappelle ma KDX. Toi, en tant que technicien, vraiment la partie technique, oui. Qu'est-ce qui la différence entre des japonaises et des européennes, italiennes en particulier? Les japonaises et particulièrement les Honda sont relativement aseptisées. Bon, ce sont toujours des motos fiables, les japonaises à 90%. Alors que les motos italiennes ou même espagnoles à une certaine époque, c'était des motos plus typées, plus rageuses, plus... Mais pas fiables. Pas toujours. Pas toujours. C'est le prix des moteurs qui font... tu sais, en 2 temps, quand on faisait plus de 400 chevaux au litre, forcément, on n'a pas la fiabilité d'un moteur qui en fait même pas 100. Hein. Voilà. Ok, alors, allez, on te lance sur le 2 temps. Michel, on va déjà donner la parole à Michel. Et toi, Eric, tu as connu les 2 temps aussi en Grand Prix, puisque tu étais reporter pour Motorevue. Effectivement, on a fait quelques Grands Prix avec Michel. Donc vous êtes retrouvés, toi tu étais reporter pour Motojournal, Motorevue tous les deux.
T'as commencé à Motojournal aussi. Ouais, j'ai commencé à faire des piges à Motojournal avant de devenir reporter pour les Grands Prix à Motorvue ou travailler. Au Eric, on est arrivé à peu près en même temps. Ouais, moi je suis arrivé en mars 90 à Motorevue et je crois que tu as suivi l'année d'après, je crois, il me semble. C'est ça, ouais. Voilà, et après, toi, tu as fait des photos aussi, beaucoup de Grands Prix. J'ai fait quelques photos de Grand Prix, j'ai suivi quelques courses et puis on a fait quelques reportages sympathiques. On est retombé sur le numéro 1 de l'intégrale, une revue que tu as bien connue, David. J'ai vu le numéro 4, mais j'ai pas vu. Nous, on a retrouvé le numéro 1 et on s'est Ouais. remémoré avec plaisir le sujet qu'on avait fait chez Michael Doohan en Australie, chez lui, avec Michel. Ah ouais, alors il manque le numéro 3. Hein. La couverture, c'était MV Agusta F4000 que j'avais essayé sur le circuit de Monza. Donc elle n'est pas là. Donc on va demander à Christophe où elle est. Et il nous a dit qu'on lui avait volé, je crois. Ouais, d'accord. Alors on va revenir au sujet. Les deux temps, Michel, est-ce que c'était mieux avant ? Il faut faire attention parce Grand que Prix, on parle des Grands Prix, on parle de sport. Les Grands Prix, ça démarre. Enfin, le championnat du monde de vitesse, ça démarre en 1949 et à cette époque-là, c'était déjà les 4 temps. Ouais. Les 2 temps, ce sont les Allemands de l'Est qui ont développé cette technologie. MZ, voilà, qui ont été ensuite pompés par les Japonais dans Suzuki. les années. Voilà, Suzuki qui a débauché un ingénieur. Un pilote. C'est un pilote qui a vendu le secret du pot de détente. Enfin, un pilote ingénieur, le distributeur rotatif. Attention, enfin bref. On va lâcher Marc là. Dans quelques secondes. Ouais, je sens qu'il est il a ses fiches. Il est limite de serrer là. Dépêche-toi. On va changer de gicleur, ouais. Bon, enfin, donc ce que je voulais dire, c'est qu'avant qu'il y ait des 2 temps en Grand Prix, il y avait quand même des 4 temps. Les Anglais et les Italiens fabriquaient des 4 temps dans les années 50 et 60. Et donc effectivement, les MZ, les Allemands de l'Est qui ont introduit le 2 temps qui était utilisé sur des moteurs, des bombes qui étaient lancées sur Londres. Enfin bon, c'est une longue histoire, hein, on n'aura pas le temps de l'évoquer là. Plus ce réacteur a servi à la mise au point du pot de détente, effectivement. Et donc, c'est un phénomène de résonance. Cultivez-vous avec... c'est pas connu ça, oui. Et donc effectivement, les Japonais ensuite rentrent dans la danse dans les années 70. Dans les années 60, quand ils rentrent dans la danse, c'est avec des moteurs 4 temps. Honda fabrique que des moteurs 4 temps. Et donc ensuite Suzuki, Yamaha arrivent dans les années 70 avec des moteurs de temps. Moteurs de temps qui vont régner sur les Grands Prix jusqu'au début des années 2000. Hein, et même Honda, qui était très réticent à utiliser cette technologie du moteur de temps, va devoir s'y mettre en 82 parce qu'ils veulent revenir en Grand Prix. Ils essayent avec leur 500 c'est Spencer. Non, c'est un 4 cylindres qui est à la fin des années 79. Au départ, c'est un 3. Hein. C'est un V3 qu'ils avaient au départ. Qui n'a pas bien marché. Mais... Non, mais là, tu me parles du 2 temps. Moi, je te parle quand ils reviennent en Grand Prix à la fin des années 70 avec un 4 temps. Oui. Ce 4 temps avec les pistons, les pistons ovales, ça marchera jamais. Donc, ils se disent, bon, si on veut revenir en Grand Prix, on va faire des 2 temps. Et là, ils se disent, mais on va pas faire comme les autres, on va faire des 3 cylindres. 3 cylindres avec lequel Freddie Spencer sera champion du monde en 1982 ou 3, je sais plus. Là, du coup, ça doit être 82, il perd face à Roberts, il gagne en 83, 84 Lawson et 85, il fait le doublé 500, 250. Bref, et ensuite, le temps passera et on arrivera au 4 temps avec l'ère du MotoGP à partir de 2002. D'accord, donc Marc. Ce qu'on peut ajouter quand même, c'est que toute cette histoire est due au fait que le règlement à l'époque disait que le GP, c'était pas MotoGP encore, c'était à cylindrée égale, 500 cm3. Et Honda, leur credo depuis 1948, c'est le 4 temps, la soupape. Bon, il n'y a rien à comprendre, mais les ingénieurs, eux, voulaient faire du 2 temps pour être compétitifs, puisque la NR que tu évoquais a fini à 120 chevaux, mais entre 18 000 et 21 000 tours. Donc c'était très difficile à piloter. Alors que les 2 temps de cette époque-là faisaient déjà 140 chevaux, à peine à 10 000 tours, avec un couple immense, qui est caractéristique du 2 temps, contrairement à ce qu'on dit. Et effectivement, Honda, je crois qu'ils sont passés au V4, qui a tout gagné dans les années 90, à partir de 85, dans ces années-là, 85-86, ils ont passé au V4. La RC30, tout ce qui est arrivé. Aussi, ça c'est 4 temps. 4 temps, là, effectivement, le V4 a été introduit effectivement en 85, je crois. Donc c'était voilà, merci pour cette leçon d'histoire, messieurs, mais est-ce que c'était mieux le 2 temps? Alors d'abord Michel, je connais ta réponse Marc, mais on va quand même te la poser. Est-ce que c'était mieux le 2 temps? Alors personnellement, là on est complètement dans la subjectivité. C'était mieux pour moi pour la musique, la mélodie. C'est vrai que c'était l'odeur. Voilà, c'était.
il y avait une magie, mais parce que aussi c'est mon enfance, ma jeunesse, donc je vais vous dire que c'était mieux. Mais après, aujourd'hui, quand on voit les courses qu'on a en MotoGP, on peut pas dire que c'était mieux avant. Enfin, voilà. En plus, le 2 temps, c'était quand même beaucoup de casse, c'était beaucoup d'high side, c'était beaucoup de chutes, de blessures. Donc, on a quand même progressé à ce niveau-là. Et donc, on peut quand même pas dire que c'était mieux avant, quoi. Alors justement, on va écouter, avant de revenir et de donner la parole à Marc et à Eric, on va écouter Michele Zaza sur les blessures, la différence de blessures entre les 2 temps et les 4 temps, c'est très intéressant. So we have had many changes in terms of injuries. Also before 10 years ago, we had the change from the 2 strokes to the 4 strokes. So this was a big change in terms of injuries, because if you think back, when you had the 2 strokes, you had many more high side that you don't see many nowadays. In recent years, we have been doing Dorna, IRTA, FIM, and Clinica Mobile has played a smaller role but contributed to this job. We tried to improve the safety of the riders by working on prevention, by working on the tracks, by working on the equipment. So we have seen some changes. For sure, the serious cases are less than in the past, if you think back to the 70s. Also, the areas affected by injuries are always the same, because we have our statistics, and usually the riders on the track, they get injury on the feet, on the ankles, on the hands, on the wrists, and on the shoulders. This is basically the traumatology in MotoGP and in motorbike in road racing. But for sure the seriousness of this injury is usually less. This is what we can see. So in recent years we see less high side. Maybe this is because of the electronics. From one side is better, because low side is usually less serious. Although nowadays we are reaching really high speed, and having high speed, even a low side, can be dangerous, especially because during the low side on the gravel you can start rolling, and this is what we saw happening a couple of years ago, and we had some injuries on the back, on the spine. Luckily they were just on the bone, they didn't have any neurological consequence, which was a good thing, and we had this couple of injuries. For instance, I can think back to Iannone in Ducati Misano a couple of years ago, rather than Jack Miller, with similar dynamics of the accident. Michele Zaza nous a donné sa version. Marc, pour toi, c'est mieux le 4 temps ou le 2 temps? Évidemment le 2 temps, parce que de toute façon, à cylindrée égale, à régime égal, on a 60% de couple en plus et 70% de puissance en plus. Sur un 2 temps, bien sûr. Sans suralimentation, sans compresseur, n'est-ce pas? Sans compresseur, sans artifice de ce genre. On a un moteur qui est 30% plus léger en général, plus compact, de 30% aussi. On parle souvent. de compétition là. Oui. Oui, bien sûr, oui. Un moteur V4 500 qui faisait sur les NSR 500, les toutes dernières, ils étaient un peu plus de 200 chevaux, ça pesait moins de 40 kg. Là, c'est combien, moteur, Michel, la puissance sur une MotoGP? C'est colossal maintenant. 280 chevaux, 280 tranquille, oui. Après, la problématique, c'est pas tant d'avoir des chevaux, c'est de pouvoir les utiliser. Exactement. Alors à l'époque, effectivement, on n'avait pas de launch control, on n'avait pas d'assistance électronique, de béquilles électroniques sur les motos. Donc, les accidents, effectivement, sont différents. En même temps, le pilotage d'une 500 2 temps, à ce moment-là, et de toutes les motos de cette époque-là, avant les arrivées des aides électroniques, c'est comme en Formule 1, le pilote devait tout gérer. C'était vraiment du sport, à l'état pur, je dirais. Et avec des motos qui avaient un bruit de moto de course. Et pas de... Oui, pas de moto d'endurance. Tu n'es pas en train de nous expliquer que Marc Marquez, il ne fait pas du sport. Parce que... Si, mais c'est un sport, je pense, différent, plus physique encore, plus complexe, plus difficile. Ouais, je pense que les époques ne sont pas vraiment comparables. Je crois que Michel le disait, on avait des machines de temps, donc plus légères, donc finalement qui étaient quand même des sacrés engins à emmener, et on l'a vu aussi par rapport à ce que disait aussi Monsieur Zaza, par rapport à la difficulté et aux blessures qu'elles engendraient. Donc c'était le côté spectaculaire et indomptable. Raymond Roche, je me suis entretenu avec lui, il m'a dit les 500 de temps c'était des faiseuses de veuves. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire.
dire. Aujourd'hui, les 4 temps, 280 chevaux, même s'il y a des béquilles électroniques, on ne peut pas les confier à n'importe qui. Et donc, je pense que voilà, c'est une évolution. Et je pense que les deux époques ne sont pas comparables. Mais aujourd'hui, ça serait quand même intéressant de voir un peu des 4 temps sans trop d'électronique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des pilotes qui regrettent le 2 temps? On sait qu'il y a un pilote pas loin d'ici, Johan Zarco, d'Avignon, qui a essayé la Suzuki 2 temps lors de la Sunday Ride Classic. Il s'est déclaré enchanté et il aimerait bien, enfin il était impatient de piloter cette moto, Michel. Oui, parce que Johan est un pilote, un garçon curieux qui s'intéresse à l'histoire de la moto, l'histoire de la course, qui connaît bien l'histoire de la course depuis les années 70. Donc voilà, il avait... Bien évidemment, il avait envie d'essayer pour voir ce qu'est un moteur 2 temps, une 500 2 temps, dont il a entendu les louanges quand il sait de nombreux pilotes. On peut penser à Rossi, qui est aujourd'hui le dernier pilote en activité, qui a été champion du monde 500. Et Valentino, quand il est passé en classe reine, il savait qu'on allait passer aux 4 temps, il voulait à tout prix être champion du monde 500 parce que voilà, c'était aussi des pilotes américains qui l'avaient fait rêver, c'était symbolique. Après, c'est un pilote qui aujourd'hui qui a connu toute l'évolution du 4 temps et qui dit c'était mieux le MotoGP au début. Donc il n'est même plus à être nostalgique de ce que a été le 2 temps, mais nostalgique de ce qu'était le début du MotoGP avec moins d'assistance électronique, des moteurs qui étaient un peu plus violent mais moins puissant, donc avec d'autres sensations. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être dans le regret perpétuel et dans le c'était mieux avant. Chaque époque amène des technologies différentes et aujourd'hui ce qui est fait en MotoGP, les technologies qui sont testées, elles sont aujourd'hui disponibles pour les motos de série et ça personne peut s'en plaindre, je pense. Oui, mais par exemple Loris Baz ou Casey Stoner ne se sont pas cachés qu'ils auraient aimé connaître cette époque. Ça, c'est évident. En même temps, les retombées, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une sorte de... Bon, le règlement de MotoGP a été fait sur mesure, une fois de plus, par Honda. Puisqu'on a mis des 1000 4 temps... C'est Honda qui commande le règlement du MotoGP. Ah oui, je ne suis pas le seul à le dire, oui, bien sûr. Et donc, ils ont mis des 1000 4 temps contre des 500 2 temps, ce qui n'est pas du tout l'équivalence. L'équivalence, c'est à peu près 1,7. Donc des 750 à peu près, 4 temps contre des 500 2 temps, ça aurait été équitable au niveau puissance. Là, ce n'était pas le cas, c'était clairement pour sortir les 500 2 temps des circuits. C'était une époque de transition, c'était pas fait pour dire on va avoir des 2 temps et des 4 temps ensemble. C'était parce on créait une catégorie, on ne pouvait pas fournir des motos à tout le monde, donc il fallait qu'il y ait une transition. C'est dommage, parce qu'on avait déjà l'injection dans les années 90 et l'injection directe qui existait aussi. Et on aurait pu faire évoluer ça, y compris pour les motos de série, puisqu'avec il y a eu un 500 Leonardo chez Aprilia, un scooter, qui faisait 3 litres au 100, 170 en pointe, et qui pesait 140 kg. C'était fabuleux. Alors un prototype qui était présenté à Milan. Juste un truc, tu parles de Honda qui a fait le règlement pour son 4 temps, etc. Les derniers japonais qui ont développé du 2 temps, c'était Honda justement avec l'injection directe sur le Dakar. Non, injection indirecte. Sur la XP2, injection indirecte. C'était quand même des technologies qu'ils étaient capables de maîtriser. Donc, après le 4 temps, voilà, alors, c'est du marketing, puisqu'effectivement, en 1999, il y a un SAE paper, Society of Automotive Engineering, Engineers, et ce sont des papiers techniques ingénieurs où il y a en 1999, effectivement, Honda, les ingénieurs Honda, avaient fait des essais sur un 250 monocylindres avec le système ARC, c'est-à-dire une combustion par compression. La bougie ne fonctionne pas en fait à ce moment-là, qui a été employée sur l'XP2 avec grand succès d'ailleurs au Paris-Dakar 95, où elle a fini 5e au général. Premier des moins de 500 et premier évidemment en 2 temps. Et cette moto-là pesait 60 kg de moins et faisait quand même 54 chevaux à 7000 tours à peine, avec un bon couple de 6 mètres kg. Et une moto fabuleuse. Mais Honda sait faire du 2 temps, bien sûr, c'est pour ça que je la renvoie un petit peu. Pas. Voilà, c'est du marketing pur et dur. C'est un credo, il n'y a rien à comprendre. Voilà, les ingénieurs, celui qui a fait d'ailleurs les études en 99, qui a fait un 250 qui marchait mieux que le 400, 4 temps, il a fait un 250 d'injection directe, etc., plus de couple, moins de consommation, moins de pollution que le 4 temps, équivalent de référence. Ce gars-là, il a été rétrogradé à la chaîne. Ah oui, donc il y a des sanctions. C'est-à-dire qu'on ne veut pas développer ça. Pourvu qu'il ne passe pas à l'électrique. Ah bah là, on va y aller. En fait, on passe du 4 temps à l'électrique et on manque une marche qui est le 2 temps. Il faudrait revenir au 2 temps, selon toi. Il faut passer par le 2 temps. Mais là, c'est un peu tard. Tu nous as convaincus, Marc. On est d'accord. J'espère. Vive le 2 temps. Je vais aller rechercher une 500 NSR. Moi. Bon, vous êtes nombreux. Oui. Il faudrait essayer la Sutter.
La Suter, ah bah oui, et oui, elle est fabuleuse. Suter. Elle est fabuleuse Faudrait, cette moto. tiens, Michel, tu nous réserves un essai auprès de Suter. Ouais, je vais m'arranger si c'est pour toi, David. Ouais, je veux bien. J'ai envie de conduire. On va te laisser cicatriser d'abord. Merci messieurs, merci Marc pour cet exposé un peu technique. On n'a pas toujours tout suivi, mais on a essayé. En tout cas, vous êtes sans doute nombreux à avoir aimé ou à aimer le 2 temps aussi. Donc j'espère que ce débat vous a intéressé. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Concession. En attendant, likez la page, partagez et bien sûr, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Salut à tous. C'était votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards.